On va plus loin, présent dans l'essentiel avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad, donc Bonsoir. on rappelle à nouveau à la une pour ce mois de novembre. Il reste encore quelques jours pour vous le procurer. L'équation jeune en Afrique. Exactement. 600 000. 600 millions. Millions. Ouais, 600 000, c'est gérable. C'est la France. Luxembourg. 600 millions, pardon. Et face à vous, Karim Yahiaoui, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Karim. Bonjour. Au sommaire, Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie, peine confirmée en appel pour le journaliste français accusé par Alger d'apologie du terrorisme. En cause, un reportage effectué à Tizi Ouzou sur la jeunesse sportive de Kabylie, club de football pourtant le plus titré d'Algérie. Puis le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde de football, c'est vendredi au Kennedy Center de Washington. Le choix du lieu et la présence de Donald Trump à la cérémonie font beaucoup réagir, et pas qu'en bien, vous le verrez. C'est tout de suite, on va plus loin. Reverra-t-on Christophe Glaise prochainement en France? L'espoir soulevé par la Libération le mois dernier de l'écrivain Boualem Sansal vient d'être un peu douché, il faut bien le dire, par la décision ce mardi de la Cour d'appel de Tizi Ouzou. Elle confirme la condamnation à 7 ans d'emprisonnement du journaliste qui s'était rendu en mai de l'année dernière auprès du club de football, la jeunesse sportive de Kabylie, dans le cadre d'un reportage. La justice algérienne l'avait reconnu coupable en juin dernier d'apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Khalid Oussi nous rappelle les faits en images. Réunis dans les locaux de Reporters sans frontières, les proches de Christophe Glaise espéraient la clémence de la justice algérienne. L'annonce du jugement fait l'effet d'une douche froide. 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Très ému et surtout extrêmement sous le choc. C'est la définition un peu de l'abattement parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc là maintenant, l'espoir est vraiment retombé. Je pense à mon frère, à ma mère, à mon beau-père et à sa copine. Passionné de football, Christophe Glaise a été arrêté en Algérie il y a 1 an et demi alors qu'il effectuait un reportage sur le club de foot de Tizi Ouzou. La justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant du club, également l'un des responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé terroriste par les autorités algériennes. Aux côtés de la famille depuis son arrestation en mai 2024, Reporters sans frontières fustige la décision de la justice algérienne. Je tiens à vous dire le choc qui est le nôtre. Je rappelle que Christophe Glaise est le seul journaliste français détenu à l'étranger. Il a écopé de la peine de prison pour la 2e fois, la plus lourde jamais prononcée contre un journaliste français depuis 10 ans. Et moi je vous le dis, sur quel ton il va falloir expliquer que le journalisme n'est pas un crime? Pourquoi la justice algérienne n'arrive pas à le comprendre? Sa famille espérait que Christophe Glaise profiterait de la décrispation observée ces dernières semaines entre la France et l'Algérie, avec notamment la libération de l'écrivain Boualem Sansal le 12 novembre. Mais il n'en est rien. Ses avocats ont 8 jours pour se pourvoir en cassation. Et Christophe Glaise avait exhorté la cour d'appel de Tizi Ouzou ce mercredi à la clémence. Il avait demandé pardon, reconnu avoir fait beaucoup d'erreurs journalistiques malgré ses bonnes intentions, comme le fait d'être entré dans le pays avec un visa touristique au lieu d'un visa de journaliste, et puis avoir rencontré un certain nombre de personnes liées à cette organisation classée comme terroriste en Algérie, en ignorant, semble-t-il, à quel point le sujet était sensible. Ziad Limam, ces paroles aujourd'hui à la barre n'ont pas suffi donc à Christophe Glaise pour obtenir la clémence. Vous êtes surpris de la confirmation en appel de cette condamnation? Enfin, je suis pas surpris ni. Enfin, je veux dire, il était peu probable que la justice algérienne se renie elle-même. Et quel que soit le scénario qu'on envisage, d'une discussion avec la France, pas d'une discussion avec la France, de l'autonomie des juges, pas de l'autonomie des juges, on ne voit pas comment une cour d'appel aurait dit « Ah ben non, toute cette histoire, ça ne marche pas, effectivement, ça ne pouvait pas avoir lieu comme ça. » Donc, ce qu'on s'était dit dans la perspective d'un scénario où il y avait une possible discussion, c'est qu'il fallait aller au bout de la procédure judiciaire, qui est une condamnation parce qu'il allait en avoir une. On va voir ce que décident les avocats de notre ami journaliste, est-ce qu'ils vont en cassation ou pas, parce que là, ça ouvre encore une fenêtre. Mais s'il est condamné définitivement, on rentrera alors
dans la phase très politique du dossier, c'est-à-dire une action française peut-être plus déterminée. Enfin, je pense qu'elle est déterminée depuis le début, mais que dans un registre beaucoup plus discret que dans l'affaire Boualem-Sansal, qui était devenue une affaire politique française, ce qui est moins le cas de cette histoire. Donc on va voir. Mais franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un juge dise que son confrère juge s'était trompé et allait annoncer une mesure de clémence. Je pense qu'on était dans une dynamique, d'autant plus que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, on a mis les pieds dans un dossier assez explosif en Algérie, qui est celui de la Kabylie, de l'autonomie kabyle, du MAC, de toute cette sphère. Les autorités reprochent donc à Christophe Glaise des contacts avec des dirigeants à la fois du club ou d'anciens dirigeants du club, mais qui ont également été ou sont liés au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, notamment un ancien dirigeant du club, Cherif Mellal, qui a été condamné en 2024 à 4 ans de prison ferme pour différentes accusations financières, mais aussi des liens donc, avec cette organisation. Et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement sensible en Algérie. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est emmené par un homme qui s'appelle Ferhat Meheni, qui a été d'abord connu comme chanteur, qui est aussi le fils d'un héros de la Révolution et qui a participé à un certain nombre de mouvements pour la reconnaissance de l'identité kabyle. Mais petit à petit, cette volonté de voir l'identité kabyle reconnue s'est transformée en des revendications toujours plus poussées. C'est-à-dire, il a d'abord été question d'autodétermination, puis d'indépendance. Ils sont même allés du côté du MAC à imaginer un gouvernement en exil du MAC, qu'on peut retrouver d'ailleurs... MAC pour Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, c'est l'acronyme. Exactement, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet. Ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est classé comme organisation terroriste depuis mai 2021. Et Christophe Glaise a entretenu des discussions, notamment à travers des mails, avec des responsables de ce mouvement avant qu'il ne soit classé comme organisation terroriste, mais aussi après. Et ce sujet est éminemment épineux, éminemment sensible en Algérie, puisqu'il renvoie finalement, comme l'affaire Sansal, aux limites, aux frontières de l'Algérie, à son intégrité territoriale, puisqu'on considère que le MAC aspire à finalement créer une Kabylie indépendante. Et d'ailleurs, les autorités algériennes évoquent aussi le fait que Christophe Glaise ait aussi cherché à travailler sur une équipe nationale kabyle dont le projet a été évoqué en 2014 et pas seulement sur la JSK, le célèbre club de foot de Kabylie, en ajoutant que le MAC est pointé du doigt régulièrement par les autorités algériennes pour ses liens avec le voisin ennemi marocain, mais aussi avec Israël. Oui, d'ailleurs, la jeunesse sportive de Kabylie est elle-même dans le collimateur des autorités. En 2023, un match avait été reporté à Tizi Ouzou, officiellement pour des raisons de sécurité, mais beaucoup de voix critiques y voyaient effectivement une possibilité que ce rassemblement serve de tremplin à des manifestations en faveur de l'autodétermination de la Kabylie. Donc on le voit, c'est un dossier explosif, mais Boualem-Sansal, lui, s'était prononcé aussi sur la marocanité du Sahara occidental ou de régions algériennes. Mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que on touche à des nerfs à vif politiques en Algérie. Il y a une forte volonté centralisatrice, il y a une forte volonté de contenir le pays, il y a une forte volonté de le tenir à tous les sens du terme. Il ne faut pas oublier aussi que il y a eu la période du Hirak, dans les années 2018-2019, avec une vraie revendication. Donc, ça me fait penser un peu, je m'excuse de cette comparaison un peu audacieuse, mais un peu à la Chine, un peu à ces pays qui cherchent absolument à créer un modèle de stabilité au prix d'une cadenassage. Oui, enfin, l'unité nationale devient un litmus test, une ligne rouge qui n'est pas contestable. Cela étant dit, les Algériens ont aussi besoin, en ce moment, de desserrer un peu l'étau dans lequel ils sont géostratégiquement. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va vite revenir à la question politique. La situation, le Maroc a fait des ouvertures, mais la situation avec le Maroc est quand même très bloquée. La situation dans le Sahel est très difficile avec le Mali. Aidé par la Russie, ce qui n'aide pas d'ailleurs l'allié traditionnel de l'Algérie. L'encerclement imaginaire ou imaginé ou réel des Émirats, des gens du club d'Abraham, comme on le dit un peu négligemment, qui seraient portés par les États-Unis pour forcer l'Algérie à signer quelque chose avec le Maroc. Donc il y a une grosse tension aussi interne et externe. Et donc les Algériens sont aussi à la recherche de
pas d'échapper, mais de recréer un dialogue avec quelques alliés fidèles ou quelques anciens amis. Et là, la France et l'Europe jouent un rôle parce que nous, on est peut-être un peu plus pragmatiques. Et puis, je crois qu'il y a aussi des histoires d'enjeux commerciaux qui se présentent dans les semaines à venir. Donc voilà, donc on est un peu dans cette situation de tension avec un journaliste. Bon, je rappelle aussi que le monsieur de Reporters sans frontières a raison, c'est un journaliste. Alors, si on doit faire attention à chaque fois qu'on met les pieds quelque part et on se prend 7 ans de prison, bon, je veux dire, il y a aussi des limites à la rationalisation de ça. Il est journaliste, il a reconnu qu'il était rentré sans visa, mais je ne vois pas comment on peut rentrer en Algérie avec un passeport français tranquillement, comme ça, sans qu'on vous laisse rentrer. Oui. Donc là, je pense quand même qu'on l'attendait un petit peu. Il avait probablement une fiche au renseignement algérien. On savait qu'il avait rencontré un certain nombre de gens. Donc on voit qu'il y a aussi quelque chose d'un petit peu particulier quand même dans le fait d'arriver en Algérie, d'aller se balader jusqu'à Tizi Ouzou, de rencontrer du monde. Bon, bref. Donc ça me semble un peu bizarre. Vous pensez qu'on lui a facilité les choses? Non, je pense que le pouvoir algérien n'a pas fait obstacle. Je pense qu'il y a malheureusement, dans notre métier, il y a des terrains archiminés. Et ceux qui font de la guerre le savent, ceux qui font du reportage dans des pays difficiles le savent, les terrains sont minés. Et on peut dire que la liberté l'emporte sur tout, mais la réalité, c'est qu'il y a les mines et qu'il faut faire extrêmement attention et être prudent. Et voilà. Ça ne change pas les principes, mais la prudence est importante. Ce besoin aujourd'hui de l'Algérie, peut-être de se désenclaver, de renouer le dialogue, peut-être avec la France, est-ce cela qui est nature malgré tout à nourrir l'espoir pour Christophe Glaise? Parce que tout de même, la réaction de ses parents, ils se sont dit atterrés. Alors, c'est terrible dans les situation actuelle, mais peut-être une figure imposée pour que la diplomatie elle, puisse faire son travail en sous-main, ou est-ce qu'il y a vraiment une inquiétude qu'on ne parvienne pas tout simplement à faire revenir Christophe Glaise en France? Alors cette inquiétude, évidemment, elle plane quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'il y a eu cet espoir, sans doute légitime, de la part de la famille de Christophe Glaise, parce qu'ils ont vu que ces derniers temps, la situation semblait s'apaiser. Il y a un irritant absolu pour les Algériens, Bruno Retailleau, qui a quitté son poste, et on a vu que son successeur était plus dans une logique de tendre la main, mais tout ça n'est pas suffisant pour faire que Christophe Glaise sorte aujourd'hui de prison, parce que, comme Ziad l'a souligné, les Algériens n'allaient pas se dédire sur une décision de justice. Et puis il y a aussi le fait que la famille est sans doute sous le choc aussi, parce que elle a adopté une stratégie très différente de celle de Boualem Sansal, très discrète. RSF, le Quai d'Orsay, la famille se sont fait discrets. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi un peu la colère du directeur de RSF, qui a souligné qu'ils avaient eu beaucoup de prudence, qu'ils avaient utilisé des mots extrêmement respectueux. Et c'est ça qui rend cette décision de justice extrêmement difficile aujourd'hui à admettre. Mais c'est vrai qu'elle ouvre la possibilité peut-être d'une grâce présidentielle. Mais là aussi, il faut rester extrêmement prudent. Il y en a eu une tout récemment. Est-ce que les Algériens sont prêts à accorder une autre grâce, sachant qu'il y a une frange du pouvoir et de l'espace politique algérien qui est très hostile à la France, sachant aussi qu'un certain nombre d'Algériens sont, eux, en prison pour avoir milité et qui sont des prisonniers d'opinion qui, eux, n'ont pas profité d'une quelconque grâce. Et qui ne comprendraient pas l'indulgence. D'ailleurs, quand Boualem Sansal a été libéré, il y a eu une partie de l'opinion algérienne qui a dit mais nos prisonniers d'opinion, c'est-à-dire ceux qui voilà, donc ça compte pour le pouvoir, c'est des arbitrages. Faut faire attention au timing, à la date, au moment, et voilà. 4 mois s'étaient passés entre la condamnation en appel de Boualem Sansal et la grâce présidentielle. Alors on peut trouver ça et qui a été accordée extrêmement à la demande de l'Allemagne. Exactement. Alors là, il faudrait... Par oui. Y aura-t-il un médiateur? C'est aussi la question. Laurent Nunez doit se rendre à Alger dans le courant du mois de décembre. Pensez-vous, Ziad Limam, que ça permette de faire avancer le dossier? En tout cas, c'est un signe peut-être que le dialogue n'est pas rompu. Non, mais déjà, ça veut dire que s'il y a la visite, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur, c'est pas le ministre du Tourisme, c'est pas le ministre des Agrumes, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, il pèse lourd en termes de poids politique, d'engagement. C'est le renseignement, c'est la sécurité, c'est les visas, c'est les flux entre les deux pays, c'est le Sahel, tout est là. Et donc, le fait que déjà, au niveau des deux États, ce dialogue-là reprenne est un signe que moi, je trouverais encourageant. Et il est évident que ça ne sera peut-être pas public, mais ça sera en tous les cas dans les discussions et dans les réunions. Il est évident qu'on évoquera le cas de notre ami journaliste. Donc, franchement, je pense que là, il y a quand même quelque chose qui a bougé.
encore une fois, je vous dis, je pense que les deux côtés avaient intérêt à renouer une forme de dialogue, parce que côté français, même si on a des très bons services, on a besoin de l'Algérie. En dehors de la partie économique, le blé, les investissements, etc., mais le pétrole, on a besoin de l'Algérie dans un partenariat de sécurité parce qu'ils sont très bien informés en général. Et oui, et qu'aujourd'hui, il y a à la frontière de l'Algérie un pays, le Mali, qui fait face à une situation particulièrement complexe face à des groupes djihadistes auxquels, dans le passé, et Alger et Paris ont affiché leur hostilité de manière commune. Clairement, et d'ailleurs tout ça est figé en ce moment puisqu'il n'y a quasiment plus de collaboration entre la France et l'Algérie sur ces questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, mais aussi contre le narcotrafic. Et donc il y a urgence à ce que les deux pays retravaillent main dans la main, et c'est en cela que le mouvement de la main tendue de Laurent Nunez est plutôt un signe favorable quant à une reprise de la collaboration entre les deux pays, qu'on a trop souvent résumé à des questions d'immigration, à des questions d'OQTF, en écartant finalement des aspects stratégiques qui sont primordiaux pour les deux pays. Et c'est sans doute avec ce travail qui sera repris qu'on pourra relancer la machine. Et clairement, on a le sentiment que pour les Algériens, on est aussi en train d'attendre de voir comment ça évolue pour voir si véritablement on va marcher sur un apaisement durable et pas seulement sur une séquence, lorsqu'on sait aussi qu'il y a cette instabilité politique en France qui pourrait faire que Laurent Nunez serait peut-être pas le Premier ministre dans quelques mois. Par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, pardon. Peut-être un ministre éphémère. Peut-être Premier ministre, on ne sait jamais. On continue à parler football, à un peu plus près cette fois des terrains. La Coupe du monde de football 2026 organisée par le Mexique, le Canada et les États-Unis, où le tirage au sort aura d'ailleurs lieu. Ce sera vendredi à Washington, au Kennedy Center, et en présence de Donald Trump. Un personnage et un lieu qui font grincer des dents. Ziad Limam, d'ordinaire, le Kennedy Center est plutôt réservé aux manifestations festives et culturelles. Or, le tirage au sort se déroule d'ordinaire dans une ambiance plus feutrée. Alors, le Kennedy Center a été normalisé. Donc ça, c'était un des lieux de la culture américaine, et puis un petit peu aussi... Trump dirait woke. Moi, je pense que c'était surtout un haut lieu de la culture américaine contemporaine. Ça a été neutralisé. Bon, moi, je trouve que cette histoire de Coupe du Monde, c'est magnifique parce qu'il y a tout dedans. Il y a un aspect géostratégique majeur parce que je suis vraiment curieux de savoir comment l'Amérique trumpienne va gérer un événement de cette ampleur et sur des questions absolument triviales. C'est-à-dire, il y aura du foot, c'est sûr, ça sera relativement organisé parce qu'ils savent faire, même si l'Amérique est très décentralisée, donc c'est toujours complexe. Mais sur la question des visiteurs et des visas, c'est surréaliste de lire ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'ils vont être pris au piège de leur propre méthodologie. On va vous mettre en haut de la pile, mais si vous avez pas, même si vous avez le billet, ça ne veut pas dire que vous allez venir, mais on va vous mettre en haut de la pile, mais ça ne veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Il y a des pays où le haut de la pile, ça ne veut rien dire du tout, parce que les délais sont déjà... J'ai vu des chiffres absolument surréalistes. En Colombie, c'est 9 mois pour avoir un visa, mais même nos amis marocains, qui sont particulièrement accueillants et particulièrement alliés aux États-Unis, même aussi leurs délais sont énormes. Si jamais la République démocratique du Congo arrivait à sortir des barrages, je ne vois pas comment un supporter de la République démocratique du Congo arriverait aux États-Unis. Donc il y a ce sujet qui est au-delà du trivial. Une Coupe du Monde, l'idée de la Coupe du Monde, même si on sait qu'il y a une part de, excusez-moi du terme, de bullshit, c'est que c'est quand même un rassemblement et tout le monde y va et on se croise, etc. Et là, on sent que ça va être compliqué. Donc il y a des gens qui sont en train de regarder le planning et qui se disent, mais nous, il faut qu'on aille au Canada en fait. Il faut qu'on aille au Mexique parce qu'aux États-Unis, ça va être l'enfer. Plus, alors, je vous raconte pas, les bavures ICE. Parce que la police de l'immigration qui se balade dans les rues, je vois comment ça va être géré avec une foule comme ça. Donc tout ça est très compliqué. La deuxième chose, c'est que tout ça, c'est du business. C'est pour ça que Trump est là. C'est pour ça que le monsieur que vous voyez, monsieur Infantino, dès le début, dès l'élection de Trump, il s'est précipité à Washington et faire des bisous et des câlins. Et vous êtes le plus grand et on va faire la plus belle Coupe du monde. Et on va faire, et on va faire, et on va faire. Et Trump, au-delà du personnage un petit peu caricatural, il sait ce que ça représente en termes de business, de soft power, d'exposition américaine, etc. Donc tout le monde est là
en se disant c'est génial, mais on va voir vraiment la réalité du terrain, ça va être complexe. Oui, En dehors du foot, je parle. Beaucoup accusent Donald Trump, aux côtés de Gianni Infantino, le président de la FIFA, de viser une récupération politique de l'événement, Karim Yayaoui. Ça risque de polluer effectivement. Ça risque de polluer et apparemment Trump pourrait recevoir un prix, le prix de la paix de la FIFA, qui lui serait décerné par Gianni Infantino, qui est indéboulonnable à la tête de la FIFA depuis 2015. Gianni Infantino qui est pointé du doigt aussi pour sortir de sa neutralité théorique, puisqu'il n'arrête pas de tresser des lauriers à Donald Trump sur des questions diplomatiques ou sur des questions de sécurité. Alors il y a tous ceux qui vont avoir les plus grandes difficultés à aller notamment aux États-Unis, puisqu'il va y avoir un certain nombre de matchs là-bas, mais il y a tous ceux qui ne pourront même pas y aller, notamment iraniens et haïtiens. Ils ne peuvent pas aller au tirage au sort. Non, qui ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. Non, et déjà au tirage au sort, une partie de la délégation iranienne ne pourra pas y aller parce qu'elle n'a pas eu les visas. Et pas n'importe qui au sein de la délégation, puisque c'est le président de la fédération et un haut responsable de la zone Asie pour l'Iran qui ne pourra pas y aller. Et puis Haïti qui, pour la deuxième fois seulement de son histoire, est qualifié et dont les supporters ne pourront pas se rendre à la Coupe du Monde. Tout ça est assez hallucinant puisque finalement c'est le Trumpisme qui se transforme en mur où vient éclater, exploser l'universalisme théorique du football. Gianni Infantino, qui lui est partout où est Donald Trump ces derniers temps. Et là aussi, on a l'impression que la FIFA est totalement poreuse à la politique de Donald Trump et de ce qu'il incarne. C'est quoi le risque, Ziad Limam, des stades vides aux États-Unis, dissuadant une partie des supporters, rebutant d'autres, décidant de boycotter d'une certaine Déjà, il y a une événement. problématique foot aux États-Unis, parce que malgré les efforts dingues de la FIFA depuis 25 ans, la dernière Coupe du Monde aux États-Unis, c'était en 94. Celle qu'on n'avait pas pu aller après un drame national, la France, battue par la Bulgarie au Parc des Princes à la dernière seconde, tout le monde s'en rappelle. En fait, le foot n'a jamais vraiment décollé. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont remplis de vieilles stars européennes qu'on paye cher, mais il y a pas, ça n'a pas généré un vrai championnat. Si, mais bon, c'est d'un niveau assez médiocre. L'équipe nationale est courageuse, elle fait des petits exploits de temps en temps, mais elle passe pas la barre. Donc on n'arrive pas à convertir, l'Amérique au football, mais on veut quand même essayer. Et pour la FIFA, c'est quand même très important ce marché-là. C'est pour ça que je vous dis, un des aspects, je pense quand même étonnant, ça va être aussi Mexique, Canada, États-Unis, les flux entre ces trois pays, parce que tout ça a été imaginé hors Trump. Oui, du temps où ça se passait mieux. Du temps où c'était cool. Oui. Donc voilà. Et puis dernière chose, et après j'arrête de parler, parce que c'est un sujet qui me passionne. Oui, il y a une Coupe d'Afrique au Maroc dans 15 jours, 3 semaines, qui va mériter d'être suivie, parce qu'elle est aussi la répétition de la Coupe du Monde 2030, où on va revenir en territoire un petit peu plus pacifié, un peu plus zen, ouvert au monde, avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Oui. Donc on voit quand même que le foot, malgré tout, c'est toujours politique, c'est toujours géostratégique, et c'est toujours du business en dehors du jeu. Oui, intéressant que ça se déroule effectivement, Ziad vient de le rappeler, dans un contexte de tension entre les trois co-organisateurs en fait de cette Coupe du Monde. Ça s'est déjà vu, ça, des tensions entre pays au moment même où s'organise l'événement. Alors que quand ils ont candidaté, effectivement, l'idée c'était l'Amérique du Nord qui vient unie. Alors oui, ça s'est jamais produit de cette façon-là. C'est vrai que Donald Trump a attisé les tensions avec quasiment tout le monde, avec le Canada dont qu'il rêvait d'absorber en quelque sorte, avec le Mexique. On a vu ces derniers temps l'Amérique latine complètement déstabilisée par l'interventionnisme de Donald Trump. L'Amérique latine, terre de football devant l'éternel. Et c'est vrai que cette atmosphère ne s'est jamais produite à la veille d'une Coupe du Monde. C'est vrai aussi que Donald Trump veut en faire un événement majeur, puisque ça va coïncider avec les 250 ans de l'indépendance américaine. Donald Trump, qui sans doute ne connaît rien au football, mais qui veut briller à chaque moment, d'autant plus que ces dernières années, la Coupe du Monde est devenue un moment particulier, et même ce tirage au sort, on se souvient de Vladimir Poutine en 2018 qui s'affichait à côté de Diego Maradona. On se souvient à quel point la Coupe du Monde du Qatar a été un moment fort, réussi d'ailleurs, il faut le rappeler. Et donc Donald Trump veut briller dans ce moment particulier, même si cette Coupe du Monde, par la suite,
se révèle très compliqué, parce que ça va être très compliqué en termes d'organisation et en termes de flux de déplacement de supporters et d'équipes. Oui, on va regarder en tout cas effectivement ça dès vendredi avec ce tirage au sort. La cérémonie elle-même, Ziad Limam, vous pensez qu'elle se déroulera sans fausse note ou est-ce qu'on risque d'assister Il y aura peut-être un petit coup de chaud, quelque chose. Oui, il va dire quelque chose, mais après, le tirage au sort, c'est quand même une machinerie. Oui. Il faut sortir les boules, il faut les mettre dans des... il y aura probablement une ou deux vedettes. Non, c'est assez rodé, mais avec l'imprévisible Donald, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y aura Lionel Messi, normalement. Et des manifestations prévues ou pas d'opposants pour l'instant? On n'en est pas encore là. On n'en est pas là, je pense pas qu'il y aura... Non, on n'est pas encore dans ce... Bon, il reste encore 2 jours, on verra. Merci beaucoup en tout cas. Ziad Limam, Karim Yayaoui, on va plus loin, c'est terminé. On se retrouve pour la suite de l'essentiel dans un très court instant. Et on continuera évidemment d'évoquer bien sûr le sort de Christophe Glaise. Et puis on s'intéressera aussi au voyage qu'effectue Emmanuel Macron en Chine jusqu'à vendredi, le président français. Restez avec nous.